Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers amis. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre fidélité. Chaque jour, grâce à vos encouragements et vos abonnements, je me sens poussé à créer des histoires encore plus captivantes et émouvantes. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à explorer les tréfonds de mon imagination. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui, j'en suis sûr, vous plongera dans un mélange d'émerveillement et d'angoisse. Nous allons nous aventurer ensemble dans l'univers fascinant de Les 7 vœux interdits. C'est une histoire où un homme découvre un pouvoir extraordinaire, le génie des vœux. Mais attention, chaque souhait exaucé n'est pas sans conséquences. Et ces conséquences se révèlent de plus en plus cauchemardesques au fur et à mesure que l'histoire avance. Ce récit explore non seulement le thème du désir humain, mais aussi celui des sacrifices involontaires et des prix cachés de nos ambitions. Alors, asseyez-vous confortablement, laissez-moi vous transporter dans ce monde fantastique et préparez-vous à vivre une expérience auditive unique. Merci encore pour votre soutien et n'oubliez pas de liker et de commenter si cette histoire vous a touché. Dans une petite ville tranquille, nichée au cœur des montagnes, un homme ordinaire nommé Émile découvre par hasard une lampe ancienne contenant un génie puissant. Celui-ci lui offre 7 vœux, promettant de réaliser ses désirs les plus profonds. Mais rien ne se passe comme prévu. Chaque souhait exaucé apporte des bénédictions inattendues, mais aussi des malédictions terribles qui affectent ceux qui l'aiment le plus. De la richesse illimitée à l'amour éternel, Émile apprendra rapidement que les souhaits ont un coût bien supérieur à ce qu'il aurait jamais imaginé. Et finalement, à la question ultime. Est-il prêt à sacrifier tout ce qu'il possède pour obtenir ce qu'il désire vraiment? Chapitre 1. La découverte de la lampe. C'était une journée froide et venteuse lorsqu'Émile Dupuis, un homme de 35 ans travaillant comme mécanicien dans une station-service isolée au cœur des montagnes, décida de prendre une pause pendant son trajet quotidien vers le travail. Il aimait marcher dans les bois environnants, car cela lui permettait de se détendre avant d'affronter une journée stressante remplie de clients exigeants et de voitures capricieuses. Ce matin-là, alors qu'il descendait un sentier rocailleux, près du ruisseau, quelque chose attira son attention. Une lumière dorée scintillante entre les arbres. Cette lueur semblait presque irréelle, comme si elle émanait d'un trésor perdu depuis des siècles. Curieux, Émile s'approcha prudemment, ses bottes crissant légèrement sur les feuilles mortes recouvrant le sol. Lorsqu'il atteignit l'origine de cette mystérieuse lumière, il découvrit une vieille lampe en cuivre rouillé, partiellement enfouie sous des feuilles et des gravats. Elle semblait avoir été là depuis des décennies, peut-être même des siècles, recouverte de taches verdâtres dues à l'oxydation et de résidus de terre séchée. Intrigué, il se pencha pour l'examiner de plus près. La surface rugueuse de la lampe portait des motifs complexes gravés à main levée, des symboles qui semblaient appartenir à une langue ancienne et inconnue. Chaque détail criait d'authenticité, comme si cet objet avait traversé les âges pour atterrir ici, devant lui. Intrigué, Émile tendit la main et frotta distraitement la surface de la lampe. À peine eut-il effleuré la matière que tout changea autour de lui. Une colonne de fumée épaisse et lumineuse jaillit de la lampe, accompagnée d'un grondement sourd qui fit trembler la terre sous ses pieds. Le vent se leva brusquement, soulevant les feuilles mortes et formant une tempête miniature autour de lui.
Émile recula instinctivement, les yeux écarquillés par la surprise, tandis que la fumée tourbillonnante prenait forme humaine. Lorsque la fumée se dissipa, un être imposant se tenait devant lui, grand, majestueux, avec une barbe argentée qui descendait jusqu'à sa taille et des yeux brillants comme des étoiles. Le génie inclina légèrement la tête et dit d'une voix grave et musicale « Bienvenue, maître. J'ai attendu longtemps pour servir quelqu'un digne de mes pouvoirs. Je te donne 7 vœux. Choisis-les avec soin, car ils seront irrévocables. » Émile resta bouche bée, incapable de croire ce qui venait de se passer. Son cœur battait la chamade, partagé entre la fascination et la peur. Il fixa l'étrange créature devant lui, cherchant à comprendre si tout cela n'était pas un rêve ou une hallucination causée par le manque de sommeil. Après quelques instants de silence, il trouva enfin sa voix, bien que tremblante. « Quel type de vœu puis-je formuler ?» demanda-t-il timidement. Le génie sourit, révélant une dentition parfaite et étincelante. « Tout ce que tu désires peut être accompli, » répondit-il d'une voix douce, mais empreinte d'une autorité indéniable. « Richesse, amour, santé, vengeance, rien n'est impossible, mais souviens-toi, chaque vœu a un prix. » Ces derniers mots résonnèrent dans l'esprit d'Émile comme une mise en garde. Un prix? Que voulait dire exactement ce génie? Avant qu'il ne puisse poser davantage de questions, son esprit fut submergé par une multitude de pensées et de désirs refoulés. Toute sa vie, il avait rêvé de sortir de la monotonie de son existence. Il était fatigué de vivre dans une petite ville sans grandeur, entourée de gens ordinaires, avec un travail peu gratifiant et des perspectives limitées. Maintenant, une opportunité unique se présentait à lui, offrant la possibilité de changer radicalement son destin. Sans réfléchir davantage, Émile articula son premier vœu. « Je veux gagner au loto !» Le génie hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à ce genre de réponse. Puis, levant la main droite, il prononça une incantation silencieuse. Un bruit sourd retentit dans les airs, suivi d'une vibration qui parcourut tout le corps d'Émile. « Ton souhait est exaucé », murmura le génie avant de disparaître dans un nuage de fumée. Quand Émile rentra chez lui ce soir-là, il vérifia machinalement son ticket de loterie, comme il le faisait chaque semaine depuis des années. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Ses doigts tremblaient alors qu'il comparait les numéros inscrits sur le papier avec ceux affichés à la télévision. Et lorsqu'il constata qu'il avait remporté la jackpot, 50 millions d'euros, une vague de joie intense envahit son cœur. C'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer. Enfin, il pourrait quitter cette vie morne et construire celle dont il avait toujours rêvé. Mais cette nuit-là, alors qu'il tentait de dormir, des sons inquiétants perturbèrent son repos. Des cris provenant de la maison voisine le réveillèrent en sursaut. Enfilant rapidement une veste, il sortit pour voir ce qui se passait. Devant lui, il découvrit une scène cauchemardesque. La maison de son voisin, un vieil homme solitaire nommé Monsieur Dubois, était en flammes. Les pompiers étaient déjà sur place, essayant désespérément de contenir l'incendie. Malgré leurs efforts, la structure en bois croula sous la chaleur intense et Monsieur Dubois fut retrouvé gravement blessé à l'intérieur. Les jours suivants furent marqués par une profonde culpabilité. Émile ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion entre son vœu et ce tragique événement.
Avait-il inconsciemment provoqué cet incendie en exprimant son désir de richesse? Cette idée le hantait jour et nuit, transformant sa joie initiale en un fardeau pesant. Chaque fois qu'il pensait à l'argent qu'il avait gagné, il voyait le visage ravagé de M. Dubois, allongé dans un lit d'hôpital, ses biens réduits en cendres. Pendant plusieurs semaines, Émile tenta de repousser ses pensées, se convainquant que ce n'était qu'une coïncidence malheureuse. Mais plus il y réfléchissait, plus il réalisait que quelque chose n'allait pas. Il commença à remarquer d'autres anomalies dans son entourage. Ses collègues de travail, autrefois amicaux, semblaient maintenant le regarder avec suspicion et jalousie. Certains avaient même commencé à éviter toute interaction avec lui, comme s'ils redoutaient de quelque chose. Même ses amis proches semblaient distants, leur conversation devenant superficielle et leur sourire forcé. Un soir, assis seul dans son salon luxueusement meublé grâce à son gain au loto, Émile se perdit dans ses pensées. L'argent avait certes résolu certains problèmes financiers, mais il avait également créé de nouveaux défis. Sa relation avec les autres s'était détériorée et une ombre pesante planait désormais sur sa vie. Il se demanda alors si le prix de son premier vœu n'était pas trop élevé. Peut-être que chaque souhait accordé par le génie avait des conséquences imprévues, des répercussions qui affectaient non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entouraient. Alors qu'il contemplait cette nouvelle réalité, une question brûlante émergea dans son esprit. Devait-il continuer à utiliser ses vœux, malgré les risques associés, ou devait-il renoncer à cette chance unique de transformer sa vie? Cette décision serait cruciale, car chaque choix qu'il ferait ensuite engendrerait des conséquences encore plus graves que celles du premier vœu. Dans le silence de la nuit, Émile prit une profonde inspiration et décida de réfléchir attentivement avant de formuler son prochain souhait. Car après tout, comme le génie l'avait si justement averti, chaque vœu avait un prix, et ce prix pourrait très bien être plus élevé qu'il ne l'imaginait. Chapitre 2. Le souhait de l'amour. Éternel, les semaines suivant son premier vœu furent un mélange de joie et d'angoisse pour Émile. D'un côté, il jouissait désormais d'une richesse inimaginable. Il avait acheté une immense maison perchée sur une colline offrant une vue imprenable sur la ville, s'était offert une collection de voitures de luxe et avait même commencé à voyager dans des destinations exotiques. Mais malgré tous ces plaisirs matériels, une sensation de vide persistait en lui. L'argent avait certes résolu certains problèmes, mais il n'avait pas comblé le besoin fondamental qui le rongeait depuis toujours, trouver l'amour véritable. Émile avait toujours été un homme discret, presque timide, lorsqu'il s'agissait de relations amoureuses. Sa vie professionnelle prenait souvent le pas sur sa vie personnelle, et il avait rarement eu le temps ou l'audace de se concentrer sur ce domaine. Maintenant qu'il était libéré des contraintes financières, il espérait pouvoir consacrer plus d'énergie à construire une relation significative. Cependant, chaque tentative semblait échouer avant même d'avoir vraiment commencé. Les femmes qu'il rencontrait étaient soit attirées uniquement par son statut social et son argent, soit trop superficielles pour engager une conversation profonde. Ce constat renforça chez lui une insécurité croissante. Peut-être n'était-il simplement pas fait pour aimer ou être aimé. Un soir, lors d'une soirée mondaine organisée par ses nouveaux amis riches, Émile rencontra une femme qui allait changer sa perception du monde. Son nom était Clara, et elle était tout ce que l'on pouvait imaginer comme idéal féminin.
Grande et élégante, avec des cheveux noirs comme la nuit, encadrant un visage angélique, elle captiva immédiatement l'attention d'Émile. Ses yeux verts pétillants brillaient d'intelligence et de curiosité, et sa voix douce mais assurée ajoutait une touche de mystère à sa présence. Ils passèrent la soirée à discuter, explorant des sujets variés allant de la littérature au voyage, en passant par les philosophies de vie. Pour la première fois depuis longtemps, Émile se sentit connecté à quelqu'un. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple attraction physique. Il y avait une réelle complicité entre eux, une alchimie naturelle qui transcendait les barrières sociales et économiques. Au moment de se séparer, il osa lui demander un deuxième rendez-vous. Clara accepta avec enthousiasme et leur relation évolua rapidement. Mais malgré cette connexion évidente, Émile restait hanté par un doute persistant. Et si Clara était attirée par lui uniquement à cause de sa fortune? Cette insécurité grandissante le poussa à envisager un moyen radical de tester la sincérité de ses sentiments. Après tout, il disposait encore de 6 vœux, chacun représentant une opportunité unique de transformer sa vie. Peut-être pourrait-il utiliser l'un d'eux pour garantir que Clara l'aimait pour ce qu'il était vraiment, indépendamment de sa situation financière. C'est ainsi qu'une nuit, après avoir passé plusieurs heures à réfléchir à cette question, Émile décida de formuler son deuxième vœu. Debout devant la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, il murmura ces mots fatidiques. « Je souhaite que Clara m'aime pour toujours, indépendamment de ma situation financière. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer légèrement. Une sensation étrange parcourut son corps, comme si une force invisible venait de manipuler quelque chose au plus profond de son univers. Bien que rien ne changeât immédiatement dans son entourage, Émile sentit que quelque chose était différent. Il ne savait pas exactement quoi, mais il avait le pressentiment que les événements à venir allaient bouleverser sa vie de manière inattendue. Le lendemain matin, Émile se réveilla avec un sentiment de légèreté. Tout semblait aller mieux entre lui et Clara. Elle semblait encore plus attachée à lui envoyant des messages tendres et planifiant déjà leurs prochaines sorties ensemble. Mais peu à peu, Émile remarqua des changements subtils dans son comportement. Clara devenait de plus en plus possessive, refusant de le laisser seul ou de parler à d'autres personnes. Elle interprétait chaque geste ou parole comme une potentielle trahison, et ses réactions devenaient imprévisibles. Un jour, alors qu'ils étaient en train de dîner dans un restaurant chic, Clara posa soudainement sa fourchette et fixa Émile droit dans les yeux. « Promets-moi que tu ne me quitteras jamais !» dit-elle d'une voix tremblante, ses mains agrippant fermement les siennes. La demande, bien que romantique à première vue, cachait une intensité dérangeante. Émile, pris au dépourvu, tenta de la rassurer avec des mots doux, mais il ne put ignorer la tension croissante dans l'atmosphère. Les choses empirèrent encore lorsque Clara commença à montrer des signes de jalousie excessive. Elle appelait fréquemment Émile au travail pour s'assurer qu'il n'était pas en train de flirter avec une autre femme. Elle vérifiait son téléphone, portable sans vergogne, cherchant des traces de conversations suspectes. Chaque conversation innocente avec un collègue ou un ami devenait un sujet de dispute. Bientôt, leurs discussions, autrefois emplies de rires et de complicité, devinrent des tétraigers de dur, tendues et empreintes de colère.
Un jour, Émile surprit une conversation téléphonique où Clara parlait à une amie. Elle disait « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. C'est comme si quelque chose me forçait. » Ces mots, bien qu'adressés à quelqu'un d'autre, transpercèrent le cœur d'Émile. Il réalisa alors, avec horreur, que son vœu avait transformé l'amour naturel de Clara en une obsession contrôlée magiquement. Ce n'était plus une relation basée sur des sentiments authentiques, mais une connexion artificielle créée par la volonté d'un génie bienveillant mais implacable. La situation devint intenable. Clara devint de plus en plus instable, menaçant de se suicider si jamais Émile tentait de rompre avec elle. Les disputes se succédèrent et chaque mot prononcé semblait ajouter une couche supplémentaire de douleur à leur relation déjà fragile. Émile se retrouva confronté à une réalité cruelle. Même les choses les plus précieuses peuvent devenir des fardeaux lorsque manipulées par la magie. Un soir, incapable de supporter davantage cette spirale destructrice, Émile prit une décision difficile. Il décida de mettre fin à sa relation avec Clara, malgré les conséquences potentiellement désastreuses. Ce fut une scène douloureuse. Clara, accablée par la tristesse et la colère, hurla et pleura, suppliant Émile de revenir sur sa décision. Mais celui-ci resta ferme, conscient que continuer serait non seulement destructeur pour lui-même, mais aussi pour Clara, dont les sentiments avaient été piégés dans une prison invisible. Après cet épisode traumatique, Émile se retira pendant plusieurs jours, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il réalisa que chaque vœu accordé par le génie avait des implications beaucoup plus vastes qu'il ne l'avait initialement imaginé. Ce qui semblait être une solution rapide à un problème complexe s'était transformé en un cauchemar, affectant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qu'il aimait. Alors qu'il contemplait son avenir incertain, une seule pensée dominait son esprit. Quel serait le prix de son prochain vœu? Chapitre 3. La santé parfaite. Après les événements tumultueux liés à son deuxième vœu, Émile se retrouva plongé dans une période de réflexion profonde. Il avait appris à ses dépens que chaque souhait accordé par le génie comportait des conséquences imprévues, souvent tragiques. Cependant, malgré cette prise de conscience, il ne pouvait s'empêcher de penser aux autres possibilités offertes par les 5 vœux restants. Chaque désir refoulé semblait murmurer dans un coin de son esprit, l'appelant à agir. C'est ainsi qu'un matin, alors qu'il prenait tranquillement son petit déjeuner sur sa terrasse, en admirant le lever du soleil, Émile reçut une nouvelle qui allait bouleverser son existence une fois de plus. Son frère aîné, Thomas, venait d'être hospitalisé suite à un accident de voiture grave. Bien que les médecins assurent qu'il survivrait, ils mentionnèrent également que ces blessures pourraient entraîner des séquelles permanentes, notamment une paralysie partielle et des troubles cognitifs. Émile fut anéanti par cette nouvelle. Thomas était bien plus qu'un simple frère pour lui. C'était son mentor, son guide, celui qui l'avait soutenu durant les moments les plus sombres de leur enfance difficile. L'idée de voir Thomas handicapé pour le reste de sa vie était insupportable. Dans un élan de désespoir, Émile décida qu'il devait faire quelque chose, peu importe le prix à payer. Ce soir-là, après avoir passé plusieurs heures au Fekotenteugen, chevet de Thomas à l'hôpital, Émile rentra chez lui avec un sentiment de détermination mêlé à une peur grandissante. Assis devant la lampe magique, il prit une profonde inspiration avant de formuler son 3e vœu.
Je souhaite que mon frère Thomas recouvre une santé parfaite, comme s'il n'avait jamais eu cet accident. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer légèrement, comme si une onde invisible parcourait la pièce. Une sensation étrange envahit son corps, accompagnée d'une chaleur apaisante qui lui rappela brièvement les effets de ses précédents vœux. Cette fois-ci, cependant, il ressentit également une pointe d'anxiété. Quels seraient les coups cachés de ce souhait? Et surtout, serait-il prêt à les accepter? Le lendemain matin, Émile se précipita à l'hôpital pour vérifier l'état de son frère. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Thomas était assis dans son lit, en pleine forme, riant et plaisantant avec les infirmières comme s'il n'avait jamais été blessé. Les médecins eux-mêmes étaient perplexes, incapables d'expliquer ce miracle inattendu. Ils avaient effectué tous les tests possibles, mais tout indiquait que Thomas était maintenant en parfaite santé, comme si l'accident n'avait jamais existé. Bien sûr, Émile ne partagea pas la véritable raison derrière ce revirement spectaculaire. Comment aurait-il pu expliquer l'intervention d'un génie millénaire sans passer pour un fou? Il choisit donc de garder le secret, se contentant de savourer la joie de voir son frère redevenu lui-même. Mais très vite, les premiers signes de complications apparurent. Ce fut d'abord subtil. Des collègues de travail commencèrent à se plaindre de douleurs musculaires inexplicables. Des voisins signalèrent des maux de tête persistants. Et même certains membres de la famille d'Émile exprimèrent des inquiétudes concernant leur propre santé. Ces incidents isolés auraient pu être attribués au hasard si Émile n'avait pas remarqué un motif commun. Toutes ces personnes étaient directement ou indirectement liées à Thomas. Un jour, alors qu'il discutait avec un ami médecin, Émile apprit une information troublante. Le praticien mentionna qu'il y avait eu une augmentation significative des cas de maladies chroniques dans la région depuis quelques semaines. Ces affections, auparavant rares, touchaient principalement des individus ayant des liens familiaux ou sociaux avec ceux qui avaient bénéficié de soins médicaux exceptionnels récemment. Émile sentit son cœur se serrer. Il réalisa avec horreur que son vœu avait transféré les blessures de Thomas sur d'autres personnes innocentes, créant ainsi une chaîne de souffrances silencieuses. La situation empira encore lorsque Thomas lui-même commença à changer. D'abord, il devint distant, presque froid envers Émile. Puis, il manifesta une arrogance croissante, se comportant comme s'il était supérieur à tous ceux qui l'entouraient. Il critiquait constamment leurs choix de vie, leurs ambitions limitées et même leurs relations personnelles. Bientôt, Thomas devint une version méconnaissable de lui-même, transformé non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon familial, Thomas regarda Émile droit dans les yeux et dit d'une voix glaciale : « Pourquoi m'as-tu rendu parfait? Tu savais ce que cela coûterait, n'est-ce pas ?» Émile, pris au dépourvu, tenta de nier toute responsabilité, mais Thomas continua, sa voix tremblante de colère. « Maintenant, je suis différent, meilleur que toi, meilleur que tout le monde. Mais regarde ce que tu as fait. Tu as sacrifié des innocents pour me sauver. Es-tu vraiment capable d'assumer ce fardeau ?» Ces mots frappèrent Émile comme un coup de poing. Il réalisait que son vœu, bien intentionné au départ, avait non seulement affecté des dizaines de vies innocentes, mais avait également corrompu l'essence même de son frère. Thomas, autrefois un homme humble et attentionné, était désormais un individu arrogant et égoïste,
incapable de ressentir de l'empathie pour ceux qui souffraient à cause de sa perfection. Face à cette réalité accablante, Émile se retira pendant plusieurs jours, cherchant une solution à ce chaos. Il passa des nuits blanches à réfléchir, essayant de comprendre comment inverser les effets de son vœu sans causer davantage de dommages. Mais plus il y pensait, plus il comprenait que certaines erreurs ne pouvaient simplement pas être corrigées. Chaque vœu du génie semblait créer un équilibre fragile, où le gain pour une personne engendrait nécessairement une perte pour une autre. Finalement, Émile prit une décision difficile. Il décida de ne plus utiliser les 4 vœux restants, conscient que chaque souhait supplémentaire pourrait provoquer des destructions encore plus graves. Cependant, il savait aussi que cette décision ne suffirait pas à résoudre les problèmes actuels. Il devait trouver un moyen de réparer les dégâts causés par ses 3 premiers vœux, même si cela signifiait sacrifier une partie de lui-même. Alors qu'il contemplait son avenir incertain, une seule pensée dominait son esprit. Peut-être que le véritable pouvoir n'était pas dans la capacité de formuler des vœux, mais dans l'acceptation de nos propres limitations. Chapitre 4. Le pouvoir absolu. Les semaines suivant la réalisation de son 3e vœu furent marquées par un profond sentiment d'impuissance pour Émile. Il avait tenté de réparer les dommages causés à ceux qui avaient souffert à cause de ses souhaits, mais chaque effort semblait être insuffisant. Les maladies inexplicables continuaient de se propager dans sa communauté, et Thomas, bien qu'il ait retrouvé une santé parfaite, était devenu une ombre de lui-même, arrogant, distant et incapable d'empathie. Ce que Émile avait espéré être un acte de bonté s'était transformé en une chaîne de conséquences désastreuses. Pendant ce temps, les nouvelles de la fortune soudaine d'Émile avaient dû commencer à circuler dans la petite ville où Émile vivait. Les regards des gens avaient changé. Certains étaient remplis de jalousie, d'autres de convoitise. Certains amis proches avaient eux-mêmes cessé de le fréquenter, craignant peut-être qu'il ne soit trop différent maintenant. Mais parmi ces relations brisées, une figure émergea avec une ambition croissante. Victor Moreau, un ancien collègue de travail avec qui Émile n'avait jamais eu de véritable lien. Victor était un homme ambitieux, intelligent, mais aussi manipulateur. Il avait toujours nourri des rêves de grandeur, rêvant de devenir un leader influent dans la région. Cependant, ses projets avaient souvent échoué en raison de circonstances imprévues ou de mauvaises décisions. Lorsqu'il apprit que Émile avait gagné au loto et accumulé une immense richesse, il sentit une opportunité unique se présenter. Peu après, il se rapprocha subtilement de lui, feignant une amitié sincère tout en cherchant à exploiter ses ressources. Un soir, alors qu'ils discutaient autour d'un verre dans un bar chic du centre-ville, Victor aborda un sujet qui allait changer la vie d'Émile une fois de plus. « Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais tes vœux pour obtenir non seulement de la richesse, mais aussi du pouvoir, » dit-il d'une voix persuasive. « Tu pourrais transformer cette ville, voire le monde entier. Pense aux injustices sociales, aux inégalités économiques. Avec ton potentiel, tu pourrais vraiment faire une différence. » Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit d'Émile. Depuis longtemps, il avait été frustré par les limitations imposées par la société. Il avait vu des personnes méritantes rester bloquées dans des emplois sous-payés, tandis que d'autres, moins talentueuses mais mieux connectées, gravissaient rapidement les échelons. Et maintenant, grâce à la lampe magique, il disposait
d'un outil capable de bouleverser cet ordre établi. Pourquoi ne pas utiliser ces derniers vœux pour instaurer un système juste où chacun aurait une chance égale? Cette idée obsédait Émile pendant plusieurs jours. Il passait des heures à imaginer comment il pourrait reformer le monde selon ses propres idéaux. Mais chaque plan qu'il concevait semblait comporter des failles. Comment garantir que les changements seraient bénéfiques pour tous? Comment éviter les mêmes erreurs qu'il avait commises auparavant? Malgré ces incertitudes, la tentation demeurait forte. Après tout, quel meilleur moyen de prouver sa valeur que de transformer la réalité elle-même? Finalement, Émile prit une décision radicale. Un soir, assis seul dans son bureau luxueusement meublé, il murmura son 4e vœu. « Je souhaite avoir le pouvoir absolu sur cette ville afin de pouvoir instaurer un gouvernement juste et équitable. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer d'une énergie intense. Une lumière dorée envahit la pièce, accompagnée d'un grondement sourd qui fit trembler légèrement les murs. Lorsque tout redevint calme, Émile sentit une force nouvelle parcourir son corps, une puissance invisible mais tangible, comme si chaque cellule de son être avait été amplifiée. Le lendemain matin, Émile découvrit que ses pouvoirs étaient bien réels. Il pouvait désormais influencer directement les décisions politiques, économiques et sociales de la ville sans passer par les canaux traditionnels. Les autorités locales, autrefois indépendantes, obéissaient instantanément à ses ordres, même lorsque ceux-ci contredisaient leurs propres convictions. Les entreprises ajustaient leur stratégie commerciale pour correspondre à ses visions, et les citoyens eux-mêmes semblaient adopter naturellement les valeurs qu'il promouvait. Au début, tout semblait aller dans le bon sens. Émile mit en place des politiques visant à réduire les inégalités sociales, à protéger l'environnement et à soutenir les minorités marginalisées. La ville devint rapidement un modèle de développement durable et d'inclusion sociale. Les habitants, bien que perplexes face au changement soudain, saluaient généralement ces initiatives comme des progrès significatifs. Mais très vite, les premiers signes de complications apparurent. D'abord, certains résidents commencèrent à manifester leur opposition aux nouvelles règles, affirmant qu'elles limitaient leurs libertés individuelles. Ces protestations furent, rapidement étouffées, car Émile, conscient de la nécessité de maintenir l'ordre, utilisa ses pouvoirs pour discréditer les opposants. Il manipula les médias locaux, diffusant des reportages favorables à ses politiques tout en occultant les critiques. Ensuite, les relations personnelles d'Émile commencèrent à se détériorer. Ses amis et familles, même ceux qui avaient initialement soutenu ses efforts, se sentaient de plus en plus mal à l'aise avec son autorité croissante. Il percevait un changement subtil dans sa personnalité. Il devenait autoritaire, impitoyable envers ceux qui contestaient ses décisions. Bientôt, Émile se retrouva isolé, entouré uniquement de courtisans flattant ses ambitions et renforçant son ego déjà gonflé. Un jour, alors qu'il supervisait la construction d'un nouveau quartier destiné aux populations défavorisées, Émile reçut une visite inattendue. C'était Clara, son ex-petite amie, qui semblait avoir surmonté ses troubles émotionnels causés par le 2e vœu. Elle le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme « Émile, tu as perdu de vue ce qui est vraiment important. Le pouvoir ne rend pas les gens meilleurs. Il amplifie simplement leurs qualités et leurs défauts. Es-tu sûr que ce que tu fais aujourd'hui est vraiment pour le bien de tous ?» Ces mots touchèrent Émile profondément. Pendant un moment,
il fut pris de remords, se demandant si Clara avait raison. Mais très vite, ses doutes furent balayés par une vague d'assurance. Après tout, il avait les meilleures intentions, et ses actions avaient déjà apporté tant de bienfaits à la ville. Comment pouvait-on critiquer cela? Pourtant, au fond de lui, une petite voix continuait de murmurer « Quel sera le prix final de ce vœu ?» Chapitre 5. La quête de l'immortalité. Les mois passèrent, et Émile se retrouva immergé dans un tourbillon d'autorité absolue. Sous son règne bienveillant, la ville prospérait comme jamais auparavant. Les inégalités sociales avaient été réduites à presque zéro. Les infrastructures modernes s'étendaient jusqu'aux quartiers les plus reculés, et les citoyens jouissait d'une qualité de vie exceptionnelle. Mais malgré ses succès indéniables, une ombre planait sur Émile, la conscience de sa propre mortalité. Un soir, alors qu'il contemplait la vue depuis son bureau surplombant la ville illuminée par les lumières de la nuit, Émile ressentit une vague de mélancolie familière. Tous ses efforts, toutes ses réalisations seraient-elles un jour réduites à néant lorsque son corps finirait par céder? L'idée de disparaître un jour, de laisser derrière lui ce monde qu'il avait façonné avec tant de passion, le remplissait d'une peur profonde. Il voulait que son héritage survive, mais encore plus, il désirait vivre éternellement pour continuer à guider ceux qui viendraient après lui. C'est ainsi que l'idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas utiliser son 5e vœu pour obtenir l'immortalité? Après tout, si le génie pouvait accorder des souhaits aussi complexes que ceux qu'il avait déjà formulés, pourquoi pas celui-ci? L'idée semblait presque trop belle pour être vraie, mais Émile sentait que c'était une opportunité unique qu'il ne pouvait pas ignorer. Avant de prendre une décision définitive, Émile décida de consulter Victor Moreau, qui était désormais son conseiller principal. Victor, toujours prêt à encourager les ambitions d'Émile, approuva immédiatement cette idée. « Imagine ce que tu pourrais accomplir en restant au pouvoir pendant des siècles, » dit-il avec enthousiasme. « Tu deviendrais une légende. Vivante, un modèle pour les générations futures. » Cependant, Émile savait qu'il devait peser soigneusement les conséquences de ce souhait. Contrairement aux précédents vœux, où les effets étaient relativement limités à un cercle spécifique, l'immortalité impliquait une transformation fondamentale, non seulement de lui-même, mais aussi de son environnement. Que se passerait-il si son entourage continuait à vieillir et à mourir tandis qu'il restait figé dans le temps? Comment pourrait-il maintenir des relations humaines significatives sans risquer de perdre toute connexion avec ceux qu'il aimait? Malgré ces questions troublantes, Émile prit sa décision. Un soir, seul dans son bureau, il murmura son 5e vœu « Je souhaite devenir immortel » afin de poursuivre mon œuvre pour l'éternité. À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer d'une énergie intense. Une lumière dorée envahit la pièce, accompagnée d'un grondement sourd qui fit trembler légèrement les murs. Lorsque tout redevint calme, Émile sentit quelque chose de différent en lui. Une sensation étrange, comme si chaque cellule de son corps avait été renouvelée, purifié. Il n'avait plus faim, plus soif, plus besoin de sommeil. Son cœur battait lentement, presque imperceptiblement, et ses pensées étaient plus claires que jamais. Au début, tout semblait aller dans le bon sens. Émile découvrit rapidement que ses capacités intellectuelles et physiques s'étaient considérablement améliorées. Il pouvait travailler des heures sans fatigue,
résoudre des problèmes complexes en un instant et même anticiper les besoins de ses concitoyens avant qu'ils ne les expriment. La ville continua de prospérer sous sa direction et ses habitants le vénéraient comme un véritable Dieu vivant. Mais très vite, les premiers signes de complications apparurent. D'abord, ses amis et familles commencèrent à vieillir autour de lui, tandis qu'il restait inchangé. Ce contraste brutal créa une distance insurmontable entre eux. Ses frères et sœurs, autrefois proches, se détournèrent progressivement de lui, incapables de comprendre comment il pouvait rester jeune et vibrant alors qu'eux luttaient contre les affres du temps. Même Thomas, qui avait bénéficié de la santé parfaite, grâce au troisième vœu, ne put éviter les effets naturels du vieillissement. Ensuite, Émile remarqua un changement subtil dans ses propres émotions. Alors qu'il avait toujours été empathique et compréhensif, il commença à ressentir une certaine froideur envers les souffrances des autres. Peut-être parce qu'il ne partageait plus leurs vulnérabilités humaines, ou peut-être simplement parce que le poids de l'éternité pesait lourdement sur ses épaules. Quoi qu'il en soit, il devint de plus en plus distant, incapable de former de nouvelles relations sincères. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Émile croisa Clara, qui semblait avoir beaucoup vieilli depuis leur dernière rencontre. Elle le regarda avec une tristesse mêlée de colère. « Es-tu heureux maintenant, Émile ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Regarde ce que ton immortalité a coûté. Tu as perdu tout ce qui faisait de toi un homme. Tu es devenu un spectateur éternel, condamné à regarder ceux que tu aimes disparaître un par un. » Ces mots frappèrent Émile comme un coup de poing. Il réalisa avec horreur que son désir d'échapper à la mort avait effectivement transformé sa vie en une prison dorée. Bien qu'il possédât tout ce qu'il avait toujours rêvé, richesse, pouvoir, jeunesse éternelle, il se sentait plus seul que jamais. Chaque visage familier qu'il rencontrait rappelait une perte irrémédiable. Chaque souvenir partagé devenait une pierre tombale invisible. Face à cette réalité accablante, Émile se retira pendant plusieurs jours, cherchant une solution à ce chaos. Mais plus il y pensait, plus il comprenait que certains sacrifices étaient irréversibles. Chaque vœu du génie semblait créer un équilibre fragile, où le gain pour une personne engendrait nécessairement une perte pour une autre. Et dans le cas de l'immortalité, le prix avait été la destruction progressive de tout ce qui faisait de lui un être humain. Finalement, Émile prit une décision difficile. Il décida de ne plus utiliser les 2 vœux restants, conscient que chaque souhait supplémentaire pourrait provoquer des destructions encore plus graves. Mais il savait aussi que cette décision ne suffirait pas à résoudre les problèmes actuels. Il devait trouver un moyen de réparer les dégâts causés par ses 5 premiers vœux, même si cela signifiait sacrifier une partie de lui-même. Alors qu'il contemplait son avenir incertain, une seule pensée dominait son esprit. Peut-être que la véritable liberté n'était pas dans l'évasion de la mort, mais dans l'acceptation de notre condition humaine. Chapitre 6. Le retour à la normalité. Les années passèrent et Émile se retrouva immergé dans une solitude écrasante. Son 5e vœu, qui avait semblé être une bénédiction au début, s'était transformé en une malédiction silencieuse. Alors que ceux qu'il aimait vieillissaient et disparaissaient autour de lui, il restait figé dans le temps, un spectateur immobile d'une existence qui n'était plus vraiment la sienne.
La ville qu'il avait façonnée avec tant de passion continuait de prospérer, mais elle avait perdu son âme. Les habitants, bien que reconnaissants pour les améliorations apportées par ses politiques, ne ressentaient plus cette connexion profonde avec leur leader. Un jour, alors qu'il errait dans les rues désertes d'une petite partie de la ville où les souvenirs de son passé étaient encore présents, Émile rencontra un vieil homme assis sur un banc. Ce dernier, enveloppé dans une couverture usée, le regarda avec des yeux remplis de sagesse et de douleur. « Jeune homme, dit-il d'une voix tremblante, as-tu jamais songé que la vraie richesse réside non pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu partages ?» Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit d'Émile. Pour la première fois depuis longtemps, il se mit à réfléchir sérieusement à la direction que sa vie avait prise. Il avait accumulé richesse, pouvoir, immortalité, tout ce qu'un homme pourrait désirer. Mais ces choses, loin de l'avoir rendu heureux, avaient creusé un vide insupportable dans son cœur. Il réalisa que le véritable bonheur ne venait pas de la possession ou du contrôle, mais de la connexion humaine, de la capacité à partager des moments simples avec ceux qu'on aime. Cette prise de conscience marqua un tournant crucial dans sa vie. Émile décida qu'il était temps de faire un choix radical, renoncer à tout ce qu'il avait gagné pour retrouver sa place parmi les mortels. Bien sûr, il savait que cela signifierait perdre non seulement son immortalité, mais aussi tous les privilèges qui accompagnaient son statut de dirigeant absolu. Cependant, il était prêt à accepter ce sacrifice si cela signifiait recréer un lien authentique avec ceux qui restaient. Ce soir-là, seul dans son bureau désormais silencieux, Émile murmura son 6e vœu. « Je souhaite redevenir un homme ordinaire, capable de vieillir, de mourir et de partager une vie simple avec ceux que j'aime. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer d'une énergie intense. Une lumière dorée envahit la pièce, accompagnée d'un grondement sourd qui fit trembler légèrement les murs. Lorsque tout redevint calme, Émile sentit quelque chose de différent en lui, une sensation étrange, comme si chaque cellule de son corps avait été restaurée à son état naturel. Il ressentit à nouveau la faim, la soif, la fatigue. Son cœur battait régulièrement et ses pensées, bien que toujours claires, étaient teintées d'une vulnérabilité humaine qu'il avait presque oubliée. Le lendemain matin, Émile découvrit que sa transformation était complète. Il n'était plus le dirigeant omnipotent de la ville. Il était simplement un citoyen parmi d'autres. Ses richesses avaient disparu, ses pouvoirs étaient dissipés, et même son visage montrait les premiers signes du temps. Mais malgré ces changements, il se sentait plus libre qu'il ne l'avait été depuis des années. Au début, l'adaptation fut difficile. Les gens qui l'avaient autrefois admiré avec crainte et respect le regardèrent maintenant avec indifférence, voire avec mépris. Certains critiquaient ouvertement ses anciennes décisions, accusant son régime de centralisation excessive et de manque de démocratie. Mais Émile accepta ces critiques avec humilité, conscient que ses erreurs étaient autant le fruit de ses ambitions que de ses limitations humaines. Pendant ce temps, il chercha à reconstruire les relations qu'il avait perdues. Il retrouva Clara, qui, bien qu'elle ait vieilli, conservait toujours cette intelligence pétillante qui l'avait attiré vers elle dès le début. Ils discutèrent longuement de leurs expériences respectives, partageant des rires et des larmes. Clara, touchée par le changement d'attitude d'Émile, accepta de renouer avec lui.
bien que leur relation soit désormais basée sur une amitié sincère plutôt qu'une romance passionnée. Il renoua également avec Thomas, qui, bien que toujours affecté par les conséquences du troisième vœu, semblait avoir retrouvé une part de son ancienne personnalité. Ensemble, ils explorèrent les nouveaux défis de la vieillesse, apprenant à accepter les limites imposées par le temps. Mais peut-être le plus important fut la réconciliation avec lui-même. En renonçant à son pouvoir et à son immortalité, Émile avait découvert une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprit que la véritable grandeur ne résidait pas dans la domination ou la manipulation, mais dans la capacité à vivre pleinement chaque moment, à accepter les joies et les douleurs de l'existence humaine. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, maintenant anonyme parmi la foule, Émile sentit une légèreté inconnue l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il était simplement heureux d'être là, présent dans le monde tel qu'il était, sans prétention ni ambition excessive. Et bien qu'il ne restât qu'un seul vœu, il savait qu'il n'en aurait probablement plus besoin. Car après tout, certaines choses, comme l'amour, l'amitié et la simplicité, ne peuvent pas être obtenues par magie. Elles doivent être construites patiemment, pierre après pierre, avec patience et humilité. Chapitre 7. Le dernier vœu. Les années passèrent paisiblement pour Émile, désormais un simple citoyen parmi tant d'autres. Il avait appris à vivre pleinement chaque jour, sans chercher à contrôler ou manipuler son destin. Ses relations avec Clara et Thomas s'étaient renforcées, basées sur une compréhension mutuelle et une acceptation sincère de leurs propres limites. Ensemble, ils partageaient des moments simples mais précieux. Des promenades au coucher du soleil, des conversations autour d'une tasse de thé, des rires devant les souvenirs partagés. Cependant, malgré cette nouvelle paix intérieure, une question demeurait dans l'esprit d'Émile. Que ferait-il de son dernier vœu? Depuis qu'il avait renoncé à ses pouvoirs et à son immortalité, il n'avait plus ressenti le besoin urgent d'utiliser ce souhait restant. Mais maintenant, alors que la vieillesse commençait doucement à marquer son corps, il se mit à réfléchir sérieusement à cette opportunité unique. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles depuis sa petite maison perchée sur la colline, Émile prit une décision. Ce dernier vœu ne serait pas utilisé pour obtenir quelque chose pour lui-même, mais pour réparer les dommages causés par ses précédents souhaits. Il savait que bien que beaucoup des conséquences néfastes aient déjà été atténuées par le temps et ses efforts personnels, certaines cicatrices restaient encore présentes chez ceux qui avaient souffert indirectement, chez ceux qui l'avaient blessé intentionnellement ou non. Ce soir-là, assis seul dans son salon, Émile murmura son 7e et dernier vœu. « Je souhaite que tous ceux qui ont souffert à cause de mes souhaits retrouvent leur bonheur, leur santé et leur équilibre, comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'air autour de lui sembla vibrer d'une énergie intense. Une lumière dorée envahit la pièce, accompagnée d'un grondement sourd qui fit trembler légèrement les murs. Lorsque tout redevint calme, Émile sentit une immense sensation de soulagement l'envahir. Il ne savait pas exactement comment son vœu serait mis en œuvre, ni même s'il fonctionnerait complètement, mais il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour corriger ses erreurs. Les jours suivants apportèrent des signes encourageants. Les maladies inexplicables qui avaient touché certains habitants de la ville commencèrent à disparaître progressivement. Les relations brisées se réparèrent naturellement, sans intervention extérieure. Même Thomas,
qui avait longtemps porté les stigmates du troisième vœu, sembla retrouver une partie de sa chaleur humaine perdue. La ville entière semblait respirer un air nouveau, libéré du poids invisible des conséquences magiques. Mais peut-être le changement le plus significatif fut celui qui se produisit en Émile lui-même. En utilisant son dernier vœu pour aider les autres plutôt que pour servir ses propres désirs, il découvrit une forme de paix profonde qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il réalisa que la véritable force ne réside pas dans la capacité de contrôler le monde autour de soi, mais dans la volonté de reconnaître ses erreurs et de faire tout ce qui est possible pour les corriger. Un matin, alors qu'il marchait dans les rues de la ville redevenue familière, Émile croisa Victor Moreau, qui avait disparu de sa vie depuis des années. Victor, visiblement vieilli, le regarda avec une expression mêlant surprise et respect. « Tu as fait un choix courageux », dit-il simplement, avant de continuer son chemin. Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit d'Émile. Oui, il avait fait des choix difficiles, des erreurs irréversibles, mais il avait également appris à accepter ces erreurs, à les transformer en occasion de croissance et de rédemption. Et bien que la vieillesse frappât à sa porte, il se sentait prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, car il savait qu'il avait vécu pleinement, aimé profondément et essayé de laisser derrière lui un monde meilleur. Alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, inondant la ville d'une lumière dorée, Émile sourit pour la première fois depuis très longtemps. Il était enfin libre, non seulement de ses chaînes magiques, mais aussi des attentes qu'il avait placées sur lui-même. Et dans cette liberté, il trouva une joie simple mais infinie. Ainsi se termina l'histoire d'Émile et des 7 vœux interdits. Chaque souhait avait apporté des bénédictions inattendues, mais aussi des malédictions cruelles. À travers cette odyssée, Émile avait appris que les désirs humains, aussi nobles soient-ils, peuvent avoir des conséquences dévastatrices lorsqu'ils sont manipulés par des forces supérieures. Mais il avait également découvert que la véritable grandeur réside non pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité à accepter nos propres limitations et à chercher le bien commun. Et peut-être, après tout, c'est là la leçon la plus importante, que nous soyons mortels ou immortels, riches ou pauvres, puissants ou ordinaires. Notre véritable valeur réside dans la manière dont nous utilisons ce que nous avons pour enrichir la vie de ceux qui nous entourent. Un grand merci à chacun de vous pour votre soutien et votre fidélité. Chaque like, chaque abonnement et chaque commentaire signifie énormément pour moi. Grâce à vous, je peux continuer à explorer mon imagination et partager avec vous des histoires captivantes comme celle-ci. Je suis tellement reconnaissant de faire partie de cette communauté incroyable, où nous voyageons ensemble à travers des mondes fantastiques et des aventures inoubliables. Vos encouragements me motivent chaque jour à créer du contenu encore plus passionnant et immersif. N'oubliez pas que sans vous, tout cela ne serait pas possible. Alors, merci infiniment pour votre présence, votre écoute et votre amour pour l'imaginaire. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'elle m'a inspiré. Et n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.